Bonjour à tous et à toutes, enfin toutes et à tous, pardon. Donc moi, je suis Harold David, l'un des coprésidents d'AFSC, Avignon Festival et compagnie, qui coordonne le Festival Off et qui accompagne les acteurs et actrices du Off. Nous avons pensé, je pense à juste titre, c'est pas les EAT qui vont me dire le contraire, ni Eric, que les auteurs et les autrices faisaient évidemment absolument partie des acteurs et actrices du Off, puisqu'ils sont au début de la chaîne de la création des spectacles qui sont présentés dans le festival. Et que donc, dans notre démarche d'accompagnement à la professionnalisation, on a mis en place depuis le mois de janvier, avec justement souvent des partenaires de la filière du spectacle vivant, des webinaires comme celui de ce matin qui sont là pour informer l'ensemble des acteurs sur tout un tas de thématiques, à la fois sur le plan pratique, organisationnel, mais aussi sur les questions de droit, de devoir, etc., qui sont liées au fait d'être professionnel quand on participe à un événement tel que le festival. Les auteurs et les autrices sont souvent la partie la moins immergée, on va dire, de l'iceberg du spectacle vivant. Et donc, il nous semblait vraiment très important qu'on puisse leur dédier un webinaire ce matin, puisqu'ils sont concernés notamment par les problématiques de rémunération, mais pas que, quand ils sont quand leurs textes, quand leurs œuvres sont présentées dans le cadre du festival. Mais ils sont aussi dans la question des droits qui est en jeu, la rémunération et plein d'autres choses qui sont liées à leur statut qu'Éric Rouquette, donc qui fait partie des écrivains et associés du théâtre, c'est ça, les EAT, eh Mhm. bien, va vous présenter, non pas en expert, je dirais, euh, de la question, mais vraiment en connaisseur, par contre, vraiment du statut, des enjeux et de la réalité de la vie d'un auteur face à tous les cas de figure qui peuvent se présenter sur le plan social, fiscal et de manière générale professionnelle. Donc, ça va être le sujet de ce matin. Cette volonté d'AFSC de donner toute sa place en fait aux autrices et aux auteurs. Elle se traduit bien évidemment avec le webinaire de ce matin, mais ce sera aussi le cas dans le cadre du festival au mois de juillet prochain, puisque nous avons décidé qu'au Village du Off, les auteurs devaient être visibles, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et ça va se faire de deux manières. On va tout d'abord avoir une librairie permanente pendant toute la durée du festival, du 7 au 29 juillet, qui va être tenue par une libraire indépendante d'Avignon, la librairie La Comédie Humaine, qui va présenter l'ensemble, dans son fonds en vente au public, l'ensemble des textes édités des auteurs et autrices qui sont joués dans le cadre du festival. Donc, voilà, les textes sont présents au village, l'objet livre. Et puis également, donc, on a organisé avec le soutien de la SACD, mais aussi l'engagement évidemment des EAT, d'Arsenal et quelques autres partenaires, la Maison Jean Villard, qui s'intéresse à la question des autrices, des auteurs et du livre de théâtre. 4 jours de temps fort dédiés aux écritures contemporaines qui vont être mis en place donc, au Village du Off du 21 au 24 juillet. On est en train de finaliser le programme avec les EAT et nos partenaires. Et donc, ce sera un moment voilà, important aussi pour vraiment mettre les écritures au cœur du processus de création et de la filière du spectacle vivant qu'on essaie de défendre et de mettre en valeur au sein du Festival Off. Voilà, je ne vais pas être plus long pour cette introduction. Et donc, Eric, je vous laisse la parole pour voilà, dérouler du coup le contenu de ce temps d'information destiné aux autrices et aux auteurs. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on va peut-être, Eva, déjà, oui, voilà, se mettre sur le PowerPoint. Je vais me présenter rapidement. Voilà, je suis Éric Rouquette, je suis auteur et metteur en scène. J'ai une compagnie, je suis un habitué du Festival Off d'Avignon. J'ai eu plusieurs créations de pièces là-bas. Voilà, et puis j'ai aussi une première carrière avant avant de faire du théâtre dans la comptabilité. Donc voilà, je connais bien toutes les questions comptables et puis évidemment, je me suis très vite intéressé à tout ce qui concernait le statut de l'auteur et notamment tout ce qui est administratif, fiscal, social et tout ça. Et donc je suis adhérent des EAT.
et j'ai été pendant 9 ans le trésorier des écrivaines et écrivains associés du théâtre. Voilà ce que je peux vous dire sur moi. On va commencer donc le déroulé. D'abord par un petit préambule, quelques principes de base, on va dire. Hein. Ouais, vous les découvrez en même temps que moi. Voilà, hein. Une œuvre ne peut être présentée sans l'accord de l'auteur ou de l'autrice. Alors, je peux vous faire un petit historique sur le droit d'auteur. C'est Beaumarchais qui a fondé en 1777 la première société d'auteurs, parce que bien auparavant, la Comédie Française, notamment, ne versait aux auteurs qu'une rétribution, mais vraiment minimale au regard des recettes que les pièces engendraient. Donc, et c'est grâce à Beaumarchais, vraiment, sur le Barbier de Séville, que la reconnaissance légale du droit d'auteur a été ratifiée sur fond de Révolution française en 1791. Et c'était la première loi dans le monde pour protéger les auteurs et leurs droits. Et ensuite, il y a eu d'autres lois. La Société des auteurs s'est d'abord appelée le Bureau de législation dramatique et ensuite a été rebaptisée Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Donc, c'est la SACD que nous connaissons tous aujourd'hui. Et depuis, le droit d'auteur il s'est étendu à l'international et le répertoire s'est élargi avec notamment au XXe siècle l'apparition des œuvres cinématographiques, radiophoniques, fiction télévisée, et puis encore plus récemment des nouveaux supports de diffusion avec la copie privée, les nouvelles technologies, les plateformes, etc. Voilà, donc en France, on a la SACD. À partir du moment où on a une œuvre originale et qu'elle est exploitée, ça doit faire l'objet d'une déclaration à la SACD. Dans le cas d'une adaptation, il faut d'abord obtenir l'accord des ayants droit de l'œuvre originale et ensuite, même démarche, faire une déclaration à la SACD, déclarer son œuvre. Voilà. Et puis, bon, vous savez qu'une œuvre entre dans le domaine public 70 ans après la mort de l'auteur ou de l'autrice, et que dans ces cas-là, pour les classiques notamment, il n'y a pas besoin de déclarer l'exploitation. Voilà. Alors, on va passer à la page suivante, à moins que, bon, là voilà, donc les démarches de l'auteur ou de l'autrice. Protéger son œuvre, c'est facultatif. Bon, c'est toujours bien de le faire. Il y a plusieurs moyens pour ça. Il y a un service à la SACD qui s'appelle EDPO. Voilà, donc il y a moyen de déposer via la SACD de protéger son œuvre. Il y a la possibilité de faire un copyright aussi, ce qui coûte un peu moins cher. Et puis aussi, il y a sous-seing privé, c'est le principe de mettre son manuscrit dans une enveloppe et se l'envoyer à soi-même et ne pas l'ouvrir. Voilà, c'est la date du cachet de la poste qui fait foi du fait que vous soyez l'auteur ou l'autrice de votre œuvre. Ensuite, protéger son œuvre, attention, ça ne signifie pas que vous adhérez à la SACD. Si vous la protégez à la SACD, on va vous donner un numéro qui correspond à la protection de votre œuvre, mais qui ne fait pas de vous un adhérent automatique à la SACD. On adhère à la SACD dès la première exploitation de l'œuvre. Voilà, à partir du moment où on l'a déclarée, à partir du moment où elle est exploitée. Donc, il y a une cotisation annuelle à la SACD qui est de 35 €, je crois. Voilà, une fois qu'on a adhéré à la SACD, eh bien, on déclare son œuvre. Alors, on a un espace adhérent sur le site de la SACD et on peut tout faire, protéger son œuvre, déclarer son exploitation, ainsi de suite. Voilà. Notamment, quand on est plusieurs auteurs aussi, il y a une question de répartition des droits, ça se définit à ce moment-là, au moment de la déclaration de l'œuvre. OK. Voilà, donc c'est un bulletin de déclaration, voilà, avec, comme je disais, partage de perception entre les auteurs. Ensuite, la SACD, il y a des conditions générales d'exploitation d'une œuvre en France qui ont été négociées entre les différents partenaires et la SACD. Et bon, il y a une lettre contrat type. Après, cette lettre contrat qui vous est proposée par la SACD, il faut la lire évidemment. Il y a
parfois des points à négocier, notamment sur les droits accessoires, les droits voisins, les droits d'adaptation, ces choses-là. Et puis, donc ça, c'est l'étendue des droits cédés, on appelle ça. Et puis aussi sur les taux de perception, évidemment, tout est négociable. Il y a des principes de base, mais c'est négociable si l'auteur a des souhaits particuliers, qu'il les fasse entendre et que la SACD s'en fasse, voilà, le répercute sur le producteur ou diffuseur qui va exploiter l'œuvre. Alors attention, la SACD n'est pas un agent, elle n'a pas vocation à promouvoir les œuvres, c'est un organisme de gestion collective. Voilà, comme vous le découvrez sur le PowerPoint, merci Eva, qui collecte et perçoit les droits pour leur verser aux auteurs. Alors, elle applique une retenue forfaitaire de 11% pour son fonctionnement, on va dire, et puis aussi pour les services qu'elle propose aux auteurs. Parce que l'avantage de la SACD, évidemment, c'est qu'elle s'occupe de tout, quoi. À partir du moment où votre œuvre est exploitée et qu'elle part en tournée et tout ça, et même à l'international, ou qu'elle fait l'objet de captation, de diffusion, tout ça, c'est la SACD qui gère. Et puis ensuite, elle déduit les retenues sociales obligatoires, on verra ça plus tard. Bon, voilà, vous connaissez, pour ceux qui connaissent la SACD, hein, voilà, il y a différents services qui sont offerts à la liste qu'il y a là. Je rajouterais aussi qu'il y a une espèce de comité d'entreprise qui vous propose des tarifs sur certains, voilà, sur les voyages notamment, sur des hôtels, sur des choses de vacances. Vous pouvez regarder quand vous partez en vacances si la SACD ne propose pas des choses. Et puis la SACD octroie aussi des soutiens à la création, et notamment pour Avignon Off, qui sont quasiment automatiques à partir du moment où vous remplissez les critères. C'est-à-dire que si vous avez une création originale sur Avignon, eh bien la SACD a un fonds spécial pour ça, et c'est quasiment automatique aujourd'hui. Voilà, donc après, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur l'espace personnel, suivre l'exploitation des œuvres, savoir voilà, si tout est bien remonté, consulter ses relevés de droits, et puis aussi, c'est là qu'on reçoit ces attestations de revenus, c'est-à-dire les montants qu'on va déclarer aux impôts chaque année. Voilà, donc, alors on va passer quand même à un volet, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de producteurs ou de diffuseurs qui participent au webinaire ce matin. Bon, voilà, les démarches du producteur ou du diffuseur, vous les voyez en quelques lignes, hein. D'abord, la demande d'autorisation à la SACD. Donc, la SACD va se tourner vers l'auteur et va lui dire, voilà, il y a tel producteur ou tel diffuseur qui veut exploiter votre œuvre. OK. Ensuite, il y a une déclaration d'exploitation de la part du producteur ou du diffuseur. Attention, hein, c'est une démarche différente de celle de l'auteur, hein. Là, pareil, il va y avoir une lettre contrat entre le producteur et la SACD, hein, qui reprend les différentes conditions d'exploitation, qui souvent ont été rediscutées, négociées, renégociées avec l'auteur. Ensuite, on déclare ses recettes une fois que l'exploitation a eu lieu. Et ensuite, on règle les droits. Voilà. Il faut savoir que bon, moi, j'ai pu constater que souvent, il y avait des compagnies qui appréhendaient le Festival d'Avignon sans penser spécialement aux droits d'auteur, qui ne les budgétaient pas, enfin voilà, pour qui c'était un peu un truc qui n'existait pas, quoi, voilà. Et donc, c'est très important, évidemment, de savoir aussi que l'auteur, il a le droit d'être rémunéré comme tout le monde, et il a le droit d'être rémunéré le plus vite possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi des producteurs qui font un petit peu traîner la déclaration de recettes, et puis ensuite, on reçoit la facture de la SACD, on fait un peu traîner le règlement, on se dit ça peut passer plus tard, voilà, c'est pas urgent. Sachez que pour l'auteur, c'est aussi urgent que pour un comédien ou un technicien d'être rémunéré. Voilà, j'insiste un petit peu sur ce point-là parce que voilà, c'est vrai que, comme le disait Harold tout à l'heure, l'auteur est un peu comme ça, il n'est pas visible. Donc, on a l'impression qu'il n'a rien fait, mais si, il a fait beaucoup. Voilà, donc sur les démarches pour le producteur ou le diffuseur, j'assiste vraiment, c'est sur ces questions aussi de négociation. Le producteur, il va rarement être en
en ligne directe avec l'auteur, ça va vraiment passer par la SACD. Donc voilà, ce sont des discussions via la SACD qui va répercuter à chaque fois. Voilà, le producteur veut ça, l'auteur répond ça, et la lettre contrat sera établie en fonction des accords qui auront été définis. Donc, on va passer au… Alors, il y a le cas où on est à la fois auteur et producteur. C'est un cas qui se produit quand même relativement souvent, notamment dans le cadre du Festival Off. Moi, ça s'est produit pour moi via ma compagnie, où, bon, ben, voilà, pour des raisons économiques, on va dire, on peut renoncer à une partie de ses droits pour, voilà, pour aider la création de la pièce. Auquel cas, on ne peut pas s'exonérer totalement. Attention, il y aura quand même une déclaration de recettes à faire à la SACD, mais en faisant la demande à la SACD au préalable, on peut dire, écoutez, voilà, moi je suis producteur et auteur de cette pièce et je ne souhaite pas payer les droits d'auteur plein pot, quoi, voilà. Mais il y aura quand même des retenues qui sont des retenues obligatoires de la SACD, notamment des minimums, et puis des cotisations sociales sur une assiette minimum, mais ça ne sera, voilà, ça sera pas en rapport avec les recettes. Alors, on va passer au… Il y a des questions peut-être à ce stade ou… Donc, il y avait une question par rapport à auteur-producteur, mais j'ai l'impression qu'il y avait plutôt bien répondu. C'était Thomas Le Telex qui en avait une. Et il y a Ponty. Alors, je n'ai pas le prénom, je pense qu'il y en a une. Donc, je vous laisse ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question. N'hésitez pas. Bonjour. On vous entend. Bonjour. Et en fait, c'est mon cas, je suis à la fois producteur et auteur. Nous faisons des chansons. Donc, c'est un spectacle de chansons qu'on présente pour la première fois à Avignon. Et je ne vois pas très bien l'intérêt de déclarer à la SACD parce que je vais quand même être obligée de régler de ma poche une partie justement une partie de ce qui me sera ensuite redistribué. Enfin, je sais pas, je vois pas bien l'intérêt de me déclarer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? De se déclarer à la SACD? Oui, puisque c'est moi qui suis producteur de moi-même. Oui, 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 j'entends bien. Vous voyez? Mais, oui, mais donc vous ne souhaitez pas adhérer à la SACD? Mais si, j'y suis. Nous sommes… Ah d'accord, ok. Oui, Bah, donc vous êtes le- obligé de déclarer alors si vous êtes adhérente à c'est la une SACD. obligation. Bah oui, oui, oui. Ah bah si Puisque… vous êtes adhérente, oui. Oui, alors adhérente, on fait toujours partie, voyons voir, vous avez fait tout à l'heure le distinguo entre être adhérent et déclaré à la SACD. Non, j'ai fait le distinguo entre protéger son œuvre à la SACD et être adhérent avec des œuvres exploitées. Ce n'est pas la même chose. Alors, quand les œuvres sont exploitées, on est forcément adhérent, c'est ça que vous avez dit. Bah, c'est à vous de me dire si vous êtes adhérente. Bah forcément, on est adhérente puisque nos œuvres sont déclarées. Nous sommes D'accord, d'accord. auteurs et compositeurs. Donc, à partir du moment où vous êtes adhérent de la SACD, vous êtes obligé de déclarer vos œuvres et l'exploitation qui va avec. D'accord, même si ça ne concerne que nous, en fait. Ben oui, bien sûr, oui, oui. D'accord, bon, Oui, bah, oui. merci. Mais je vous dis, après, si vous souhaitez être exonéré des droits d'auteur, ce que je comprends tout à fait, moi je l'ai fait, hein, ça m'est arrivé de le faire, il faut en faire la demande à la SACD. Il faut aller au pôle auteur, il faut voilà, faut se rendre au pôle auteur à la SACD, rue Balu, et puis vous faites la demande, ou même vous la faites par mail, ou par, voilà, Très mais bien. vous faites savoir que vous ne souhaitez pas payer les droits d'auteur. Bah, Il y aura quand même un petit quelque chose à payer qui oui. concerne les cotisations sociales minimum, mais vous ne paierez pas sur les recettes, quoi, voilà. Très bien. C'est tout ce que je peux vous dire parce que là, moi, vraiment, je suis dans le cadre de la SACD. D'abord parce que c'est le cadre légal. Après, il y a peut-être d'autres possibilités. Et puis ensuite et surtout parce que je représente les EAT et que les EAT sont liés à la SACD et que je ne veux pas, voilà, je m'inscris dans ce cadre-là ce matin, évidemment. Bon, ben, je vous remercie pour ces explications. De rien. Il y avait aussi Annick Latour dans le chat qui demandait, alors je me permets de lire la question et n'hésitez pas à la reprendre si vous le souhaitez. Est-ce que le cas où l'auteur est aussi producteur est le seul où on peut s'exonérer des droits?
Donc, Madame Latout, je vous invite, si vous voulez expliquer un peu plus, n'hésitez pas. Ben, Vous avez peut-être, bonjour, vous avez peut-être déjà répondu à la question. Vous dites qu'il faut simplement s'adresser à la SACD. Je me demandais si cette raison de le souhaiter était la seule ou s'il pouvait y avoir d'autres raisons. je ne vois Voilà. pas d'autres raisons comme ça. D'accord. Je ne vois pas d'autres raisons. Je ne vois pas d'autres cas surtout. Voilà. Quand on est seulement auteur ou autrice, évidemment qu'on a tout intérêt à ce que le producteur verse l'intégralité des droits. Après, si le producteur et l'auteur et l'autrice se connaissent et s'entendent bien, peut-être que le producteur peut demander à l'auteur ou l'autrice de faire un effort. Mais ça s'inscrira toujours dans le cadre de la SACD. Et voilà. Juste, c'est possible. Voilà. D'accord. Il est Merci. possible d'être exonéré de ses droits en faisant la demande à la SACD. C'est déjà bien que ce soit possible. Merci. Voilà. Alors, il y a plusieurs autres cas qui sont présentés dans le chat. Peut-être Lionel, si vous voulez poser votre question, allez-y. Ah, on n'entend pas, il n'y a pas de son. Excusez-moi, j'avais oublié d'appuyer sur ce bouton. Oui, j'ai un autre cas qui me vient, qui est plutôt de l'ordre de la négociation, c'est des spectacles. Donc moi, c'est pareil, j'ai la compagnie est la fois productrice des spectacles que j'écris, mais là, ça concernait une session vers le Canada et le diffuseur, c'était soit je renonçais aux droits d'auteur, soit il ne programmait pas. Et donc, je me suis retrouvé coincé face à ce dilemme. Voilà. Donc, ça peut arriver dans d'autres cas. Enfin, ce n'est pas un cas très glorieux, mais… Non, là, c'est pas, pour le coup, ouais, c'est pas très glorieux de la part du producteur. Ouais. Il y a une antenne, hein, il y a une antenne Ouais. Canada à la SACD, comme pour tous les Ouais. pays francophones. Il y a des liens très étroits entre les sociétés d'auteurs au Canada et dans tous les pays francophones. Voilà, après, comment ça se passe alors? Il n'y a pas de déclaration nulle part et… Il n'y a C'est pas ça. de… justement, en fait, moi, j'ai pu bénéficier le fait, bon, c'est un peu particulier d'être… J'étais à la SABAM jusqu'à peu et je ne suis plus adhérent pour pouvoir adhérer à la SACD. Et comme je n'ai pas adhéré à la SACD, je me suis retrouvé dans le cas où je pouvais, comme je ne suis plus adhérent nulle part, en ce moment, je n'ai pas touché de droit d'auteur. Ouais. Ouais. Mais le spectacle, la pièce a été jouée, et voilà. Mais Oui, c'est pas, voilà, devant, c'est évidemment pas, enfin, devant 7000 ouais, devant 7000 personnes. Donc c'est dingue, de mon point de vue. Oui, moi aussi, ouais. C'est vraiment très injuste pour l'auteur. Enfin, là, j'ai vraiment ouvert le webinaire sur le droit d'auteur est un principe de base, quoi. Enfin, oui. Là, on est, voilà. Bon, voilà, c'était juste pour dire que ce cas… C'était un témoignage, on va dire. Voilà. Merci. OK. Il y a aussi Agnès Aboulin dans le chat qui parle d'événements caritatifs. Alors, attention, les événements caritatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de recettes? Je vous laisse prendre la parole, Agnès. Oui, ce serait dans le cas, effectivement, où ce serait sans recette. Oui, mais là, il y a aussi quand même une déclaration à faire à la SACD, que ce soit pour des lectures publiques, enfin, tout événement sans billetterie ou avec entrée gratuite. Et il y a un petit forfait juste qui est appliqué, qui est de 35 €, je crois, dont une partie va revenir à l'auteur quand même. Hein, voilà. Mais voilà. Mais ça fait l'objet aussi d'une déclaration. Voilà, on remplit son bulletin de déclaration. Le diffuseur, évidemment, hein, remplit le bulletin de déclaration à la SACD et voilà, dit que il n'y a pas de billetterie, c'est 0, mais il y a un petit forfait qui est appliqué. Ok, merci. De rien. Alors, une nouvelle question de Madame Ponty, je vous laisse prendre la parole, qui est un cas d'être auteur, metteur en scène et productrice et comédienne. Donc, je vous laisse parler.
Bonjour, Bonjour. merci déjà pour toutes vos informations. Je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit au début de séance, où vous laissiez entendre qu'il était un peu obligatoire d'être à la SACD, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a comme vous l'avez dit, on peut faire un cachet par la poste, on peut aussi s'envoyer un mail pour protéger notre œuvre et ça fait gage auprès des institutions juridiques. Moi, je suis auteure, metteur en scène, productrice et comédienne. Et dans ce cas-là, moi, je ne suis pas inscrite à la SACD et je ne veux pas m'inscrire justement pour pas payer au moment où on est des petites structures et que j'aimerais que cet argent-là et les recettes restent sur la compagnie pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer aussi. C'est mon choix aussi en tant qu'auteur, j'ai le droit de faire ça. Mais je voudrais savoir comment ça se passe quand on est en droit direct. Voilà. C'est-à-dire en droit direct? C'est-à-dire qu'on n'est pas inscrit à la SACD, quoi. Mais ça veut dire que vous percevez des droits quand même? Ah non, non, pas du tout, justement. C'est sur ce cas-là que j'aimerais savoir comment ça se passe. Parce que je ne veux pas m'inscrire à la SACD, puisque si c'est juste au niveau juridique et que la SACD, en gros, prend un pourcentage des droits à chaque fois que je joue ou que ma compagnie joue, et si je n'ai pas envie, voilà, comme les cas d'Avignon où le financement est quand même assez conséquent, comment ça se passe, quoi? Moi, je m'inscris dans le cadre de la SACD. Là, évidemment que c'est possible, vous avez tout à fait le droit. Bon, ben voilà, après, vous avez tout à fait le droit, mais vous renoncez à vos droits. À la fois droit d'auteur, à la fois, vous ne cotisez pas, vous cotisez pas ni pour la maladie, ni pour la retraite, ni pour la Oui, mais je suis formation intermittente. professionnelle. Ah, voilà, Je cotise. très bien, ok. Vous cotisez de l'autre côté. Mais je ne peux pas, voilà, quoi, vous faites comme vous voulez. Hein, Pardon? Moi, je m'inscris dans le cadre de la SACD. Voilà. D'accord, ok. Merci. Je pense que vous avez votre réponse. Excusez-moi. Mhm. Excusez-moi de vous interrompre, je lève la main en prenant la parole directement. Bonjour à tous. Juste une explication, la dame a employé la formule droit direct. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de droits qui sont payés, en fait. Hors SACD, ça veut dire quoi? Si on ne déclare pas son œuvre à la SACD, je veux dire, c'est inconnu au bataillon, quoi. Enfin, voilà, ça… Oui, donc il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit L'expression du droit tout. direct est un peu… Non, il n'y a aucun sème droit la direct. confusion. Non, il n'y a aucun droit qui est lié à l'œuvre. Voilà, Après, voilà, on se rémunère autrement, on fait les choses autrement, mais voilà, on renonce à ses droits d'auteur totalement. Voilà, moi, encore une fois, là, je m'inscris dans le cadre de la SACD. Et attention sur votre question, vous avez fait oui, on peut s'envoyer un mail pour protéger son œuvre, mais je répète que protéger son œuvre à la SACD ne signifie pas que vous êtes adhérent à la SACD. Ça, c'est quand même très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont adhérents à la SACD juste parce qu'ils ont un numéro d'enregistrement concernant une œuvre. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On protège son œuvre. C'est une démarche totalement différente que de déclarer une œuvre. Protéger et déclarer, ce n'est pas la même chose. Voilà, il faut vraiment faire la distinction là. Oui. Je voudrais juste poser la question à je crois que c'est Élise Ponty. Si jamais son texte est joué par d'autres artistes, qu'est-ce qu'elle demande et comment ça se passe pour elle? C'est-à-dire que il n'y a que moi qui… je suis exploitante de mon propre spectacle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends très bien, mais un texte est fait aussi pour durer, pour être joué éventuellement par d'autres compagnies, d'autres artistes. Une fois que vous l'avez, vous, exploité, etc., il peut être éventuellement repris par d'autres, j'imagine. Enfin, je ne sais pas. Oui, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est tout le truc, la question que je me posais à la SACD, comme l'a dit l'intervenant. En fait, je ne vois pas l'intérêt de mon côté, de mon point de vue, dans mon cas, hein, je parle, de protéger le texte à la SACD si on peut le protéger déjà par nous-mêmes. Voilà. Moi, je vous ai donné les différents moyens de le faire. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc en fait, concrètement, pour mon cas aujourd'hui, c'est pas intéressant à mon point de vue. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut vis-à-vis de sa situation, je pense. Et effectivement, si après elle est jouée par d'autres, là, c'est différent. Voilà. Merci.
Il y a, pardon, alors juste avant, il y a Satzo qui demandait si on allait parler des retraites auteurs via, entre autres, la SACD dans la suite ou maintenant. Oui. Ok, très bien. Et Xavier Courtillard pose une question que je vous lis. Si les auteurs-producteurs sont aussi gérants associés de la compagnie sous forme de SARL à 2 associés et 100 salariés, quelles sont les différentes façons de rémunérer la partie auteur les plus intéressantes d'un point de vue fiscal? Est-ce que la protection est différente de rémunération? Et Xavier, je vous laisse interagir dans le chat si vous le souhaitez. Est-ce que je ne comprends pas bien la question? Ouais. Non, merci. Protection et différentes rémunérations, c'était juste une remarque par rapport à ma compréhension de ce qui vient d'être dit. Et ma question, c'est oui, il y a deux associés gérants dans la compagnie, qui n'est pas une association mais une SARL, il n'y a que 2 associés gérants, c'est tout, qui sont comédiens, producteurs de leur propre création et donc également auteurs de ces créations. Et la question qui se pose, c'est comment rémunérer la partie auteur, qu'est-ce qui est le plus intéressant d'un point de vue fiscal, mais j'ai l'impression que vous avez répondu, on ne peut pas se rémunérer autrement qu'en droit d'auteur via la SACD ou une autre organisation habilitée à percevoir les droits. Ben, on peut le faire, hein, voilà. On peut le faire. C'est ma réponse, je ne peux pas aller plus loin, quoi. Je veux dire, oui, on peut le faire. Vous n'allez pas aller en prison si vous ne passez pas par la SACD. Voilà, moi, je me répète encore une fois, je m'inscris vraiment dans le cadre de la SACD, là, et j'encourage les auteurs à passer par la SACD. Oui, mais la question, c'était, enfin, je crois que c'était un peu la question de la dame tout à l'heure aussi, c'est est-ce qu'il y a une exclusivité, entre guillemets, pardon pour le mot, un monopole de la SACD, ou est-ce qu'on peut rémunérer, flécher une rémunération juridiquement valable qui s'appelle droit d'auteur en direct, c'est-à-dire qu'on prend une partie des recettes et on écrit que ça revient aux auteurs, et tout ça indépendamment de la SACD. Vous pouvez le faire, c'est tout. Vous pouvez le faire. Voilà. C'est une prise de risque, c'est ça que vous voulez dire? Non, vous n'êtes juste Non. pas protégé, et voilà, quoi. D'accord. Ok, merci. Si quelqu'un exploite votre œuvre sans que vous le sachiez, bah, vous ne le saurez pas. Voilà. Oui, c'est pour ça que je disais protection et rémunération sont 2 choses un peu distinctes. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déclarez votre œuvre à la SACD, de fait, votre œuvre, elle est protégée des exploitations délictueuses, quoi. Voilà. Bien sûr. OK. Hein. Il y a le cas aussi de l'édition. Hein. Si votre œuvre elle est éditée, évidemment, il y a plus de chances qu'elle soit réexploitée derrière. Hein. Voilà. Merci. OK, de rien. On poursuit ou... Oui, on va peut-être prendre la suite. On va Après, avancer dans le... Parce tout qu'on ce est qui est- toujours sur le premier volet. Ouais. ouais. Pour tout ce qui est question liées vraiment particulièrement à la SACD, je vous invite déjà à vous réorienter évidemment vers leur site. Il y aura quand même un autre webinaire qui sera dédié à ces sujets-là. On va vous mettre le lien dans le chat. Et puis moi, de mon côté, je vais quand même je vais noter toutes les questions qui sont vraiment précises pour les envoyer à notre référent SACD, voir si on peut y répondre de façon plus complète. Mais Eric, oui, je t'invite à continuer sur ton déroulé. Oui, OK. Bon, bah, les taux, vous les voyez avec moi. Taux de perception dans le spectacle vivant, hein, on s'inscrit dans ce cadre-là. 12% à Paris, 10,5% en région, avec des minimums garantis qui sont calculés sur les assiettes de budget de dépenses de montage ou sur 30% de la jauge financière du lieu de représentation. Il y a aussi une contribution à caractère social et administratif, 1% à Paris, 2,10% en région. Et puis, il y a les œuvres associées. Voilà, alors il faut rentrer dans le détail. Je vous invite à aller aussi là aussi sur le site de la SACD pour connaître précisément. Voilà, là j'ai mis un peu les grandes lignes. 0,10% par minute pour la musique de scène, 2% pour la mise en scène, mais ça peut être plus. Enfin, tout ça, ça peut être plus. Hein. Ça peut être moins, ça peut être plus. Hein. Ça se négocie. Droit de reproduction des musiques, 0,15% musique dissociable, 0,30% musique indissociable. Voilà. Sur les taux de perception, je sais que par exemple dans le théâtre privé à Paris, il y a des accords sur les 30 premières représentations où normalement on démarre à 10% pour laisser la chance au spectacle et puis on passe à 12 à l'issue des 30.
ça peut être 30, ça peut être 60. C'est des négociations avec le théâtre, avec le producteur. Mais voilà, c'est un effort qui est généralement consenti par l'auteur pour lancer la création du spectacle et pour pas trop étrangler le producteur au début, quoi, voilà. Donc 10% sur les 30 ou 60 premières. Voilà ce que je pouvais dire sur les taux de perception. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors, on va passer aux assiettes. Hein. Il y a deux, c'est toujours au plus avantageux pour l'auteur. Hein. Donc là aussi, bah, c'est intéressant de passer par la SACD parce qu'on a toutes les informations, forcément. Soit c'est le montant hors taxe de la billetterie, c'est souvent le cas sur Avignon, parce qu'il n'y a pas de session à Avignon, donc, enfin, où je pense qu'il y en a très peu. Soit le prix de session hors taxe sur les dates de tournée. Quand vous avez une série de représentations, évidemment, c'est sur la billetterie, parce que ça ne fait pas l'objet non plus d'une session. Quand c'est une co-réalisation, c'est pareil, ça va être sur la billetterie. À voir, voilà, quand c'est sur une co-réalisation, comment va se partager le paiement des droits d'auteur entre le théâtre et la compagnie ou le producteur. Et puis, bah voilà, dans le cas d'Avignon Off, c'est sur la billetterie, sur les dates de tournée. C'est au plus avantageux pour l'auteur ou pour l'autrice. Bon, c'est souvent le prix de cession sur les dates de tournée, quand même. Le prix de cession est souvent plus fort que la billetterie. Enfin, voilà, majoritairement, on va dire. Ce n'est pas toujours le cas non plus. Voilà, hein, donc on continue, où il y a des questions, parce que là, après, on va passer au volet fiscal et social. On va rentrer un petit peu dans le dur, techniquement. Non, pas de questions? On continue? Ouais, pas de questions dans le chat. On peut continuer. Alors voilà, donc là aussi, quelques principes sur le statut fiscal et social de l'auteur ou de l'autrice. Je mets les deux ensemble parce que voilà, vous allez voir que c'est quand même assez lié, ces questions-là, et notamment les différentes options qu'on a devant soi. Voilà, c'est lié fiscalement et socialement. L'auteur ou l'autrice dramatique a le statut d'artiste-auteur. Alors, on ne dit pas encore artiste-auteur RIS. Hein. Pour le moment, c'est encore uniquement masculin. C'est le statut d'artiste-auteur. Donc, seuls les droits d'auteur versés par des EPO, hein, c'est les éditeurs, les producteurs audiovisuels ou les organismes de gestion collective comme la SACD. Ce qu'on va regrouper voilà, dans ce sigle PO, qui sont en fait les tiers déclarants, c'est-à-dire que ce n'est pas l'auteur qui déclare lui-même ses droits, ce sont d'autres, voilà, bah, là, le cas de la SACD notamment. Donc ça, c'est fiscalement déclarable en traitement et salaire, mais on va le voir tout de suite, vous avez le choix de le déclarer soit en traitement et salaire, soit en bénéfices non commerciaux. Parce que les autres revenus artistiques qui ne sont pas des droits d'auteur et qui ne passent pas par des tiers déclarants, donc ça va être des prestations que vous faites vous directement, prestations, vente d'œuvres originales, atelier d'écriture, rencontres, stages, signatures, enfin voilà, tout ce que vous voulez, qui ne soit pas directement des droits d'auteur issus des tiers déclarants. Ça, c'est à déclarer obligatoirement en bénéfices non commerciaux. Bon, on va rester principalement dans le cadre des droits d'auteur principaux, on va dire, ceux qui sont versés par les EPO, par les tiers déclarants, mais on va aussi aborder le cas des droits, ce qu'on appelait avant les droits accessoires, qui sont à déclarer en bénéfices non commerciaux. Donc, on va dérouler et on va rentrer dans cette question-là plus en détail. Eva, si on peut, voilà. Donc, vous avez 3 possibilités pour déclarer fiscalement vos revenus. Soit vous déclarez tout en traitement et salaire si vous percevez exclusivement des droits d'auteur versés par des EPO, mais vous pouvez aussi donc les déclarer en BNC, à condition que vous ayez demandé les dispenses de précompte aux tiers déclarants et notamment à la SACD. Si vous ne percevez aucun droit d'auteur issu des tiers déclarants des EPO et que vous n'avez que des droits accessoires qui sont issus de vos prestations,
là, vous êtes obligatoirement en BNC. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cas dont on parlait tout à l'heure, où on ne passerait pas par un tiers déclarant et où un auteur facturerait directement ses droits d'auteur à un producteur, il est dans l'obligation de les déclarer lui-même ensuite, notamment à l'URSSAF. Voilà. Ensuite, il y a le cas où vous êtes dans un mixte en traitement et salaire et en bénéfices non commerciaux. Donc, c'est-à-dire là, c'est si vous percevez à la droit des droits d'auteur versés par des EPO et si vous percevez aussi en même temps d'autres revenus artistiques, vous pouvez tout déclarer en BNC, mais là, vous paierez moins de cotisations sociales, donc vous aurez plus de net dans la poche, mais vous ouvrirez moins de droits à la retraite et au congé maladie. C'est un choix à faire. Ça ne concerne vraiment que les droits d'auteur issus des tiers déclarants. Donc, je répète, la SACD, les producteurs audiovisuels, les éditeurs. Vous avez la possibilité soit de les déclarer en traitement et salaire, soit de les déclarer en bénéfices non commerciaux. Pour le reste de vos revenus artistiques liés à votre activité artistique, c'est obligatoirement en BNC. C'est bien clair pour tout le monde, ça, déjà? J'espère. Il y a une question. Marianne demande combien d'heures d'atelier d'écriture peut-on déclarer en tant qu'auteur? Je ne sais pas, je ne connais pas de limite. Je ne connais pas de limite. Oui, bonjour, pardon, Oui, bonjour. c'est Marianne. Donc, en fait, on m'a dit dernièrement qu'on avait un nombre d'heures à ne pas dépasser en tant qu'auteur lorsqu'on anime des ateliers d'écriture et que si on dépasse ce taux-là, il fallait qu'on prenne le statut auto-entrepreneur. Donc, je ne suis pas sûre de l'info, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, moi, ce que j'avais vu là-dessus, effectivement, il y a des plafonds de revenus, c'était autour de 45 000 €, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais de toute façon, les bénéfices non commerciaux, à partir du moment où vous êtes dans l'obligation de déclarer ce type de revenus en bénéfices non commerciaux fiscalement, c'est un petit peu le statut d'auto-entrepreneur déjà. Vous voyez? Oui, ok, merci. Une autre question, après peut-être qu'on va y passer après, de Grégoire Aubert qui demande si les droits d'auteur versés par la SACD sur les représentations des textes doivent être déclarés auprès de l'URSSAF. C'est une très bonne question, mon cher Grégoire. Tu veux parler? Ouais. Non, mais oui, en fait, comme je suis vraiment nul au niveau administratif, évidemment, je me suis quand même inscrit à l'URSSAF et tout, et ils m'ont demandé de faire ma déclaration 2021, et je parle bien de 2021. Et donc, je ne sais pas quoi leur répondre. Est-ce que je dois y mettre mes droits d'auteur SACD touchés en 2021 ou pas? Enfin, voilà, c'est une très bonne question, ça va être abordé plus tard. Alors, en fait, j'attends. Non, je vais le dire maintenant. Chaque année, vous êtes effectivement tenu de faire votre déclaration à l'URSSAF. Toutes les cotisations qui ont été précomptées par les tiers déclarants comme la SACD, normalement, elles figurent déjà dans votre déclaration. C'est-à-dire que l'URSSAF vous envoie une déclaration pré-remplie. D'accord. À vous de corriger, à vous de compléter. Voilà. Mais normalement, si les choses sont bien faites de toutes parts, vos droits issus des tiers déclarants, comme la SACD, figurent déjà sur votre déclaration URSSAF. D'accord, ok. Voilà. Ça remonte automatiquement. Parce que la SACD, elle déclare, évidemment. Bien sûr. Elle déclare à l'URSSAF. Ok. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils me demandent donc de faire ma déclaration. Et quand je dis que… Enfin, on n'était pas d'accord avec ma déclaration, si tu veux. Donc, voilà. Ouais. Je vais voir ça avec. Il ne faut pas hésiter à corriger. Après, le site de l'URSSAF, il n'est pas toujours simple. Mais bon, en tout cas, moi, me concernant, voilà, quand j'accède à ma déclaration chaque année, voilà, elle est pré-remplie, je vérifie, quoi. Voilà. D'accord.
Et je complète si j'ai eu des revenus accessoires, mais c'est ça qu'on va voir maintenant dans le détail un petit peu, sur les répercussions, les incidences des différents choix que l'on va faire pour déclarer ses revenus. Parce que ça a une incidence évidemment sur le volet social et notamment avec l'URSSAF. Voilà. Merci beaucoup. De rien. On continue, donc pour ça, voilà. Hein, je me répète un petit peu, mais je vous le redis pour que ce soit bien inscrit. Voilà, l'artiste-auteur ou autrice ne peut pas panacher comme bon lui semble ses revenus et déclarer en traitement et salaire des revenus qui ne sont pas des droits d'auteur versés par des EPO. Mais en revanche, il peut opter pour déclarer en bénéfices non commerciaux des droits d'auteur versés par des EPO. Est-ce que c'est bien clair, ça? Voilà, c'est cette idée qu'on fait le choix entre la déclaration en traitement et salaire ou la déclaration en tout BNC, quoi, voilà. Pour les droits d'auteur. Eh bien, on peut continuer, du coup, parce que là, ça se… Voilà. Donc, voilà, on a des incidences. On a des incidences notamment sur l'aspect déclaratif de ces revenus. Évidemment, d'abord, premier cas, si vous ne percevez que des revenus en droit d'auteur issus des EPO et que vous souhaitez les déclarer en traitement et salaire, bon, ce n'est pas très compliqué. Fiscalement, sur votre déclaration de revenus, vous déclarez les montants communiqués par la SACD notamment, mais aussi par les éditeurs et par les producteurs si vous en avez, et vous optez pour les frais réels. Alors, les frais réels, ça sous-entend qu'on garde tous les justificatifs et que on envoie en pièce jointe à sa déclaration d'impôt un détail qu'on peut faire sur un tableau Excel, voilà, un détail qui va reprendre le total que vous avez déclaré. Ou pour les frais forfaitaires, ça c'est calculé automatiquement, c'est 10% de vos droits d'auteur. Mais sachez que voilà, c'est un choix là aussi à faire dès le départ, j'ai envie de dire, et souvent quand même les frais réels c'est plus intéressant. Voilà, c'est au-dessus des 10% forfaitaires. Et puis, une chose très importante, donc là, c'est pour ça aussi que la SACD est bien utile quand on y est adhérent, parce que vous avez des conseillers fiscaux, vous avez des conseillers juridiques. Si vous avez un contentieux à un moment, la SACD vous représente et vous défend. Voilà. Et notamment, évidemment, quand vous avez une création, imaginez, vous montez une pièce qui marche très, très fort, et vous allez avoir tout d'un coup beaucoup de revenus sur la même année, et ça ne vous intéresse pas trop de payer trop d'impôts, sachant que peut-être dans 2 ans, vous n'aurez pas autant de revenus, vous avez possibilité d'étaler vos droits d'auteur sur plusieurs années, en général sur 5 ans. Et ça, c'est en optant pour l'article 100 bis du Code général des impôts. Il suffit d'en faire la déclaration aux impôts. Voilà, j'ai juste un petit courrier en disant « Je souhaite opter pour l'article 100 bis du Code général des impôts et étaler mes revenus issus des droits d'auteur sur plusieurs années. » Voilà. C'est valable pour les droits d'auteur, mais c'est aussi valable pour les frais réels si vous êtes aux frais réels. C'est-à-dire que vous prenez la moyenne de vos droits d'auteur sur les 5 dernières années et vous prenez la moyenne de vos frais réels sur les 5 dernières années. Et c'est ça que vous déclarez aux impôts quand vous êtes en traitement et salaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà. Dans ce même cas, socialement, si vous n'avez que des droits d'auteur issus des EPO, vous n'avez rien à faire. Ce sont les EPO qui déclarent et reversent à l'URSSAF les cotisations directement précomptées. L'auteur ou l'autrice ne doit donc rien verser directement à l'URSSAF. Vous êtes en traitement et salaire, vous êtes précompté par la SACD reverse à l'URSSAF vos cotisations. Voilà. Ce qui n'empêche pas que vous ayez quand même votre espace, votre compte à l'URSSAF et que vous ayez votre espace. Mais là, comme le demandait Grégoire à l'instant, voilà, vous allez juste vérifier que votre déclaration correspond bien à ce que vous avez eu comme revenu de droit d'auteur dans l'année et vous validez votre déclaration. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et en tout cas, pas à payer les cotisations. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez que des revenus issus des EPO. Voilà. OK, on peut passer à la page suivante pour passer au deuxième cas.
Voilà, ça c'est le cas BNC. Si l'auteur perçoit des revenus artistiques relevant de ses prestations, on a parlé des ateliers d'écriture, les rencontres, tout ça, bon voilà. Alors là, il y a différentes démarches à faire maintenant. Il faut se déclarer au registre du commerce auprès du centre de formalité des entreprises qui va vous octroyer un numéro SIRET et un code APE. Donc, c'est quelque chose, ça, à voir en détail aussi parce que il y a certaines options, il faut y faire attention, mais bon, voilà, ça pourrait faire l'objet d'une formation plus spécifique que j'ai faite, moi d'ailleurs, que j'ai animée 2 fois pour les adhérents des écrivaines et écrivains associés du théâtre. C'est vraiment une formation spécifique sur comment obtenir un identifiant SIRET, comment se déclarer au registre du commerce. Comment choisir ou non d'être assujetti à la TVA. Voilà, une fois qu'on a son numéro de SIRET et son code APE, on peut établir une facture pour la prestation. Et ensuite, fiscalement, on va déclarer en bénéfices non commerciaux sur un formulaire à part, mais qui est bien sur votre espace. Quand vous faites votre déclaration sur impôts.gouv, vous avez bien à un moment le 2042 CPRO qui apparaît et qui vous permet d'aller renseigner vos revenus en bénéfices non commerciaux de l'année. Voilà. Et là, il y a un abattement automatique de 34% qui s'applique pour les frais professionnels. Donc, c'est là où vous allez être imposable sur le montant brut des prestations que vous aurez facturées dans l'année, moins 34% pour frais professionnels. C'est là-dessus que vous serez imposable. Et donc, socialement, ce dont parlait Grégoire à l'instant, il faut déclarer ses revenus sur son espace URSSAF et s'acquitter soi-même des cotisations qui sont payables trimestriellement. Enfin, on a un troisième cas, si l'auteur ou l'autrice choisit de déclarer l'ensemble de ses revenus artistiques en bénéfices non commerciaux, il n'est plus précompté, il doit déclarer et payer lui-même ses cotisations à l'URSSAF. Donc, il y a peut-être des questions sur ce… Voilà, là, on est vraiment dans le cœur du sujet, avec la distinction en traitement et salaire et en bénéfices non commerciaux. Bon, sachant que faut pas s'effrayer de cette histoire d'identifiant SIRET et de code APE, mais voilà, ça c'est juste que les prestations accessoires, vous n'avez plus la possibilité de les déclarer en traitement et salaire. C'est assez récent, mais on ne peut plus. Donc, on est obligé de les déclarer en bénéfices non commerciaux. Voilà. Donc, ça fait des démarches administratives en plus. Ça fait qu'on déclare soi-même ces revenus-là, uniquement ces revenus-là, à l'URSSAF, et ça fait qu'on paye soi-même uniquement sur ces revenus-là, si on a opté pour les traitements et salaires pour les droits d'auteur, uniquement pour ces revenus accessoires, on va dire, cotiser directement à l'URSSAF et payer directement ses cotisations à l'URSSAF. Voilà les incidences. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, il y a 2 réactions. La première, c'est Marianne qui demande si vous allez proposer de nouveau ce type de formation assez spécifique, comme vous l'aviez fait par le passé. Voilà. Ouais, alors, je l'avais fait pour les EAT. Ouais. C'est ça, ouais. Je ne sais pas, on va voir ça. On verra ça. Écoutez, voilà. Okay. Et après, donc, il y a Élise Conti qui demande si, par rapport à la question qu'elle avait posée plus tôt et à son cas spécifique, donc, si on n'est pas à la SACD, on peut se rémunérer donc, de cette sorte-là. Exactement. Voilà. Mais j'en dirai pas plus. Mais oui, il y a que ça. Si on doit facturer quelque chose au producteur, ça va être une prestation. Oui. Mais attention, on paye les cotisations sociales dessus quand même. Il Allô? n'y a pas Oui, pardon, d'autres je ne réactions savais pas si je pouvais prendre la parole. Ah, allez-y, pardon. Oui, écoutez, merci, ça répond donc à ma question. Voilà, merci, voilà, c'est tout. Voilà, je vais Oui, pas, évidemment, il faut payer les cotisations. Voilà, je Bien vais sûr, pas je m'étendre sur ce cas-là, vous aurez bien compris. Oui, j'ai bien compris. Mais en tout cas, merci de la réponse légale. Merci. Voilà, ok. Évidemment, voilà, c'est toujours des revenus sur lesquels vous êtes imposable. Il y a pas on est imposable sur toutes sortes de revenus et on cotise socialement sur toutes sortes de revenus.
On continue ou vous avez d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut avancer. D'accord, bon, c'est peut-être un peu… Bon, on va rentrer dans le détail des cotisations sociales. Je sais que tout à l'heure, il y avait déjà des questions autour de ça. Principe de base, hein, tout comme le statut de l'auteur dramatique, c'est artiste-auteur, et bien là, socialement, l'artiste-auteur dépend du régime général de la sécurité sociale. Pas un régime particulier, c'est le régime général, comme les intermittents du spectacle, hein, d'ailleurs. Donc là, on reprend les cotisations sociales qui sont précomptées par la SACD. Donc il y a l'assurance vieillesse qui est collectée par l'URSSAF, la CSG et la RDS également par l'URSSAF, la retraite complémentaire RACD et RAP qui sont collectées par l'IRSEC, et la contribution à la formation professionnelle continue qui est collectée par l'AFDAS. Alors, pour revenir au cas précédent, dans le cas où vous déclariez vos droits d'auteur en bénéfices non commerciaux, eh bien, les cotisations sociales ne seront pas précomptées par la SACD. Je répète, il est très important d'en faire la demande avant, hein, de prévenir la SACD que vous déclarez vos droits d'auteur en bénéfices non commerciaux et qu'à ce titre, vous n'êtes pas précompté par la SACD de vos cotisations sociales. Attention, si vous ne faites pas cette démarche et que vous ne déclarez pas ensuite vos droits d'auteur en BNC, voilà, vous ne cotiserez pas du tout, mais vous serez hors la loi d'une certaine manière. Voilà. Donc, oui, c'est la déclaration de revenus sur le site de l'URSSAF. En général, bon, vous avez des mails, hein, à partir du moment où vous avez un numéro, vous êtes répertorié, vous avez un espace, vous avez des mails d'alerte qui vous informent que c'est le moment de déclarer. En général, c'est au second trimestre de l'année suivante. Et puis, alors, il faut savoir, donc, pour les cotisations retraite, on en parlait tout à l'heure, les cotisations RACD et RAP, donc tout ce qui est retraite complémentaire, elles sont précomptées dans tous les cas par la SACD. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à la SACD, je ne sais pas comment vous pouvez démarcher auprès de l'IRSEC pour cotiser à la retraite. Pour que les autres cotisations ne soient pas précomptées, donc je me répète, l'auteur doit fournir à la SACD et à l'ensemble de ses diffuseurs une dispense de précompte. Ça, c'est un document qui est à demander à l'URSSAF. Attention, donc je me répète là aussi, s'il n'est pas présenté au diffuseur, le diffuseur est dans l'obligation légale de précompter les cotisations sociales au régime général. L'URSSAF va précompter quand même, la SACD va précompter quand même, pardon, si vous n'avez pas fait la demande de dispense de précompte. Vous avez le détail sous les yeux des cotisations sociales qui sont précomptées par la SACD. Donc, sur la retraite complémentaire, oui, la RACD 8% et le RAP 4%. Ça fait 12% au total. Vous avez des questions à ce stade sur les cotisations sociales? Vous les connaissez déjà, non? Pas de questions? Pas de questions, j'ai l'impression. D'accord, c'est tellement… ça fait un peu peur, ces questions-là, peut-être. Il y a Xavier qui a une question naïve. Non, mais j'adore les questions naïves. Alors, comment se situe l'AGSA dans tout ça? Alors, l'AGSA, c'était l'organisme qui précédemment collectait les cotisations sociales, on va dire, hors EPO, hors tiers déclarant. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. L'AGSA existe toujours, mais elle ne collecte plus. C'est l'URSSAF artiste-auteur qui collecte. En fait, l'URSSAF artiste-auteur a remplacé d'un côté, pour les auteurs de l'écrit en général, l'AGSA, et de l'autre, pour les plasticiens
et autres types d'artistes, la Maison des artistes. La Maison des artistes et l'AGESA existent encore, mais ne collectent plus. Voilà. Il faut savoir aussi qu'avant, du temps de l'AGESA, pour cotiser notamment à la retraite complémentaire, il fallait atteindre un certain seuil de revenus dans l'année. Et puis, ça passait en commission, vous pouviez avoir des dérogations, enfin, c'était tout un truc. Aujourd'hui, vous cotisez à la retraite complémentaire au premier euro. Ce n'est pas une question de seuil, il n'y a plus de question de seuil. Voilà. L'AGESA existe toujours, mais on n'a plus trop de rapports. Enfin, moi, j'ai toujours mon espace adhérent à l'AGESA, mais je n'ai plus rien à y faire, puisque tout passe par l'URSSAF artiste-auteur maintenant. L'URSSAF Limousin, c'est l'URSSAF Limousin qui collecte les cotisations des artistes-auteurs. Merci. De rien. D'autres questions? Pour le moment, il n'y a rien, mais je vous ferai signe s'il y en a. On peut continuer si ça vous va. D'accord. Bah, juste un dernier mot, on va passer à la formation professionnelle, juste un dernier mot sur les cotisations sociales. Sur la déclaration de revenus qui est établie chaque année par la SACD, les cotisations sociales qui ont fait l'objet d'un précompte sont déjà déduites. Hein, quand vous déclarez vos droits d'auteur en salaire, c'est déjà déduit, c'est le montant net que vous allez déclarer aux impôts. Sur les autres types de revenus, ça vous appartient de déduire, si vous êtes encore en traitement et salaire, de déduire de votre revenu les cotisations qui n'auraient pas été précomptées. Voilà. On va passer à la formation professionnelle, mais je me rends compte qu'on est en avance, on a bien, très bien, pouvoir y avoir plein de questions diverses. La formation professionnelle, donc l'artiste-auteur peut bénéficier de la formation professionnelle continue. Ça fait 10 ans que le fonds des artistes-auteurs à l'AFDAS a été créé, après de longues batailles pour reconnaître aux artistes-auteurs le droit à la formation professionnelle comme n'importe quel travailleur et travailleuse. Donc ce fonds de formation des artistes-auteurs est géré par l'AFDAS, comme celui des intermittents du spectacle. Moi, je représente les écrivains associés du théâtre au conseil de gestion des artistes-auteurs à l'AFDAS. On se réunit à peu près tous les 3 mois et on aborde toutes les questions, aussi bien de propositions de formation que de conditions d'éligibilité au droit à la formation professionnelle. Voilà, et toutes les organisations professionnelles des artistes-auteurs sont représentées autour de la table. Donc, c'est assez passionnant, cette histoire de formation professionnelle. Et moi, j'encourage vraiment les adhérents des EAT d'abord, et puis tout artiste-auteur à regarder un petit peu et à pouvoir profiter de cette offre de formation qui est grande et qui ne cesse de se développer, aussi bien sur des formations qu'on appelle les formations métiers, c'est-à-dire qui concernent vraiment votre corps d'activité, on va dire, que des propositions, des bilans de compétences, des envies de reconversion, d'apprentissage de langue, voilà, plein de choses qui peuvent rentrer dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, on peut continuer. Voilà, donc les conditions pour accéder à la formation professionnelle, elles ont été revues à la baisse aussi suite au Covid. Avant, c'était un peu plus… avant, il fallait justifier de 9 000 € sur les 3 dernières années, 9 000 € de revenus sur les 3 dernières années en droit d'auteur et 15 000 € sur les 5 dernières années. Bon, vous avez vu, ça a été remis à la baisse. Ça épouse la valeur du SMIC, donc c'est évolutif aussi. Mais voilà, aujourd'hui, là, en 2023, pour accéder à la formation professionnelle via le fonds des artistes-auteurs, il faut justifier de recettes artistiques de 6 762 € sur les 3 dernières années ou de 10 143 € sur les 5 dernières années. Ce qui fait grosso une moyenne de 2 500 € par an.
Et quand un artiste-auteur est également intermittent du spectacle, il ne peut solliciter les deux fonds pour une même formation. Ça, c'est bien dommage, mais voilà, ça bloque encore à ce niveau-là. Moi, je suis un de ceux qui se sont battus et qui se battent encore pour faire en sorte qu'on puisse réunir les deux fonds, quoi, et qu'un auteur qui ne remplirait pas, enfin un artiste qui ne remplirait pas les conditions via son activité d'auteur et qui ne remplirait pas non plus les conditions via son statut d'intermittent du spectacle, mais si en additionnant les deux types de revenus, les deux sources de revenus, là, il rentrerait dans les critères, ben, malheureusement, ça n'est pas encore possible de pouvoir rassembler tous ces revenus intermittents et droits d'auteur pour accéder à la formation. Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà. Donc, vous avez différents types de formations qui vous sont proposées, développement de compétences, différents niveaux de qualification professionnelle, maintien dans l'emploi, reconversion professionnelle. Voilà, je vous invite à aller sur le site de l'AFDAS et de voir voilà, ce qui vous est proposé si vous cherchez quelque chose dans la formation. Voilà. Toujours bien, moi je constate notamment avec les adhérents des EAT que voilà, un auteur considère souvent que bon, il n'a pas besoin de se former. Mais bon, il y a des dispositifs quand même d'accompagnement, d'aide, notamment dans l'écriture, qui peuvent rentrer dans le cadre de la formation professionnelle et qui sont quand même très intéressants et qui ne coûtent rien du coup, quand on réunit les critères. Voilà. Alors, Nous avons aussi, pardon, je termine avec ça, on a bien sûr. le compte personnel de formation. Donc là, c'est géré par la Caisse de dépôt et consignation qui prélève une partie des cotisations AFDAS pour remplir ce compte personnel de formation auquel vous avez droit aussi. Là, ça peut se mobiliser sur des formations, on va dire, moins coûteuses. Par exemple, apprentissage de langue, de la bureautique, formation à un logiciel, ou même pour passer son permis de conduire. Normalement, si vous êtes à jour de vos paiements de cotisation de formation professionnelle, votre compte est alimenté de 500 € par an. Voilà. Donc ça, voilà, l'accès à la formation professionnelle de l'artiste-auteur, il se fait par ces deux biais-là. Après, pour ceux qui sont aussi intermittents du spectacle, il se fait aussi par le fonds des intermittents. Mais voilà, là, si je me limite aux auteurs, voilà, il y a ces deux possibilités-là pour se former. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a une question de Christophe, mais qui est plus liée avec on peut y répondre directement, donc on va lui faire une réponse en direct dans le chat. Donc, Ah, je pense d'accord. que tu peux continuer. Non, mais on arrive à la fin, hein, en fait. On est allé très vite. Voilà, il y a les sources et les liens utiles ici. Je vous invite à aller voir, voilà, notamment sur la SACD. Vous avez le centre de formalité des entreprises si vous avez des revenus à déclarer en BNC. Voilà, donc il faut faire toutes les démarches via le CFE, mais vous voyez, hein, c'est CFE et URSSAF qui sont liés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes enregistré au centre de formalité des entreprises et que vous avez un numéro de SIRET, donc ça y est, vous êtes déclaré et c'est transmis à l'URSSAF automatiquement qui, dans la foulée, va aussi vous envoyer un numéro d'adhérent. Voilà, donc vous serez répertorié à la fois au niveau des impôts et au niveau de l'URSSAF. Il y a la charte, j'en ai pas parlé, mais la charte, c'est bien parce qu'il y a un outil magique qui vous permet de calculer en mettant les montants bruts, suivant les différents cas, que vous soyez en traitement salaire ou en BNC, vous permet de calculer ce qui va vous revenir en net.
Bon, ça là, c'est un lien utile. Bon, les EAT. L'AFDAS, j'ai mis directement le lien qui vous permet vraiment de rentrer dans le cœur du sujet pour, voilà, pour ce qui va vous concerner, et notamment les propositions de formation qui sont faites. Et puis, sur la fiscalité, vous allez voir, vous allez tomber là aussi, si vous cliquez sur cette adresse, vous allez tomber directement sur ce que je vous ai dit, grosso modo, entre les différentes options de régime, traitement et salaire ou bénéfices non commerciaux concernant vos revenus. Ça va reprendre ce que je vous ai dit en substance. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je pensais que ce serait plus long. Ça veut dire que c'est clair. Ça veut dire que c'est clair? Oui. Bah, oui, certainement. OK. Non, personne n'a de questions? Dernier appel. A priori, non. D'accord. Merci beaucoup à tous alors. Alors, si c'est clair pour, voilà, pour notamment là, le festival d'Avignon qui arrive, voilà, très bien. Notamment, voilà, sur ces questions auteurs-producteurs. Et puis, bon, si pour les jeunes auteurs aussi, si c'est leur première œuvre qui va être présentée à Avignon, voilà, de bien réfléchir aussi aux incidences, notamment, on parle beaucoup de la retraite en ce moment. Bon, la retraite des artistes-auteurs, évidemment, il y a beaucoup d'artistes-auteurs qui longtemps n'ont pas cotisé à la retraite et qui se retrouvent dans la difficulté aujourd'hui. Ils n'ont pas cotisé parce qu'ils n'atteignaient pas les seuils dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, quoi, c'est profondément injuste. On a eu des revenus de droit d'auteur et on n'a pas cotisé dessus. Voilà, c'est compliqué. Donc tout ça, il faut savoir aussi que comme Beaumarchais s'est battu contre la Comédie Française sur le Barbier de Séville il y a je ne sais plus combien d'années, voilà, on continue aussi à protéger toujours plus les auteurs et à s'engager pour que leur statut aussi soit plus reconnu. Je sais aussi qu'au moment du Covid, j'en parle 5 minutes parce qu'on a le temps, mais au moment du Covid, au départ, les artistes-auteurs n'étaient pas, étaient exclus de fait des dispositifs de fonds de solidarité mis en place par le gouvernement. Et très vite, les organisations professionnelles, notamment la Société des gens de lettres, mais aussi la SACD, les EAT, et tout ça, se sont battus pour que les artistes-auteurs soient aussi concernés par ce dispositif et qu'ils puissent aussi avoir accès à ce fonds de solidarité. Et ça a été le cas de nombreux auteurs à partir du moment où ils remplissaient les critères, voilà, de profiter du fameux quoi qu'il en coûte aussi. Donc, et tout ça, c'est des bagarres. Il faut suivre toutes ces questions-là pour protéger l'auteur et pour améliorer son statut et pour faire évoluer ses droits au fur et à mesure. Alors, je me permets de reprendre car l'appel a fonctionné. Xavier qui pose de nouveau une question, selon lui naïve, et qui demande si pour une première œuvre d'écriture théâtrale, on parle d'une rémunération standard ou non. Et si oui, quel serait son montant? Voilà. D'une rémunération standard? Oui, alors j'ai mis standard entre guillemets, hein, c'est pour donner un ordre d'idée. Je vous ai donné les taux les différents taux de perception. À partir du moment où vous déclarez votre œuvre, évidemment, la rémunération standard, elle va être calculée sur votre billetterie, avec un pourcentage qui va être appliqué. Est en pourcentage. La réponse est en pourcentage. Il faut savoir que l'assiette de perception, la billetterie, en général, on l'entend TTC, mais il y a de la TVA dessus, donc on déduit 5,5% de TVA de la recette brute
pour obtenir le montant de la recette nette, et donc sans la TVA, et c'est là-dessus que s'applique le pourcentage de droits d'auteur, donc 12% sur Paris, 10,5% en région. Ok, merci. De rien. Euh, Non, mais c'est bien de Lionel, relire. Lionel Rougerie avait une question concernant les droits d'auteur en tant que metteur en scène. Je tiens à rappeler aussi d'ores et déjà que donc, le 15 juin prochain, il y a un webinaire sur la question des droits d'auteur, pardon, et des droits voisins animé par la SACD. Alors, si vous souhaitez la poser, il n'y a aucun souci. Eric, peut-être que vous pouvez répondre, Oui, mais en oui, tous les oui. cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Oui, Je vais oui. vous remettre le lien du formulaire juste à la suite. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est que des fois, je suis un peu confus avec cette double casquette d'auteur et metteur en scène. Sur les usages aussi, en échangeant un petit peu, parce que ce que j'ai compris, et peut-être je me trompe, c'est que en tout cas la mise en scène est une œuvre aussi qui se comment dire, qui se enfin, voilà, Tout à donc fait. il y a un auteur, il y a un ou plusieurs auteurs d'ailleurs, parce qu'une mise en scène peut être collective, autrice, et par contre que là c'est contractuel, que ce n'est pas, ce n'est pas aussi entre guillemets automatique que pour une œuvre dramatique écrite, et que ça relève de l'usage presque. Voilà, Ah non, non, le metteur en scène déclare, c'est toujours pareil, hein, s'il est adhérent à la SACD, il déclare son œuvre, sa mise en scène. Oui. Voilà, ça fait l'objet aussi d'une lettre contrat entre le producteur-diffuseur et le metteur en scène, avec un pourcentage, je vous dis en général, qui est de minimum 2%, mais qui peut en général aller jusqu'à 4%. Voilà, ça fait l'objet, comme pour l'auteur, comme pour le dramaturge, ça fait l'objet de, voilà, c'est les mêmes démarches. On déclare, on établit une lettre contrat et ensuite on perçoit les droits de la même manière. Voilà. D'accord. Et quand on est à la fois auteur, dramaturge, on va dire, hein, de son et metteur en scène, eh bien, on fait 2 déclarations disjointes et on perçoit des droits avec les 2 casquettes. D'accord, très bien. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'avec notamment la réaction d'une auditrice, là, c'était, enfin, j'avais l'impression aussi que maintenant, des fois, il y a une espèce de… Là, c'est plus de la négociation que pour certains auteurs, certaines autrices, on peut des fois vouloir renoncer comme si ça allait porter préjudice à une négociation sur le prix de cession, alors que théoriquement, pour le diffuseur, ce sont 2 choses différentes. Bien sûr, oui, oui. Mais normalement, le diffuseur, il intègre ces questions-là à partir du moment où il a les lettres contrats sous les yeux dans ses négociations avec les programmateurs, il va intégrer ça, bien sûr. Puisque les droits d'auteur sont à la charge, normalement, en tournée, normalement, elles sont à la charge du programmateur. Ce n'est pas, le diffuseur qui paie les droits d'auteur, c'est le programmateur, c'est le théâtre. Quoi. Et puis, puisque vous dites… voilà. Et puis le metteur en scène, il y a aussi, attention, là c'est les droits sur son œuvre de mise en scène. Après, le metteur en scène, il est en premier lieu normalement rémunéré pendant les répétitions au titre de technicien intermittent du spectacle. Oui, bien sûr. Donc là, il fait l'objet de deux types de rémunération, contrairement à l'auteur dramatique qui, lui, ne touche que sur l'exploitation. C'est vrai que des fois, on croit qu'en renonçant à une source de financement, enfin de rentrée d'argent, on va en avoir plus de l'autre, mais ce n'est pas forcément du tout un bon calcul. Mais je réagis aussi quand même à ce que vous venez de dire quand même par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez dit normalement que c'est le diffuseur qui paye les droits d'auteur. Je partage juste ça parce que je sais que ça arrivait, et ça peut arriver à Avignon, enfin, j'espère plus. C'est arrivé dans le temps. C'est quand on a ou dans les festivals, petits festivals qui se il y a un diffuseur, comment dire, foireux, on va dire, mot comme ça, et qui ne paye pas les cotisations, la SACD peut se retourner vers le producteur, y compris la compagnie. Et donc, du coup, là, par contre, ça peut faire mal, parce que ça peut être, surtout, par exemple, quand l'auteur est sa même compagnie, ça peut être l'URSSAF, pardon, peut demander la perception des droits
directement au producteur si les diffuseurs ne l'ont pas payé. Ouais, mais je pense, on a vu ces dernières années à Avignon aussi, voilà, des contrôles URSSAF intempestifs pour vérifier que voilà, tous les artistes qui étaient sur scène étaient bien déclarés et qu'ils allaient bien cotiser à la sécurité sociale. Je ne sais pas si la démarche est faite par l'URSSAF du Limousin pour, pour les auteurs, peut-être pas encore, mais oui, bien sûr, il serait bien que… Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison que les auteurs cotisent moins, voilà, quoi. Enfin, déjà, soient moins rémunérés, et voilà, ils sont rémunérés suivant des… Il y a des minima sociaux pour les artistes, on les connaît, pour les techniciens, on les connaît, voilà, il y a des choses qui sont préconisées par le Syndeac et tout ça, il y a des choses là qui sont aussi négociées entre la SACD et les différents corps de métiers qui représentent la production, voilà, des règles à respecter. Merci beaucoup. De rien, merci. Mais, alors, je me permets de continuer les questions. Alors, Sadzo demande si vous savez si en session, les salles peuvent refuser de payer les droits de mise en scène et de musique. Je vous laisse compléter. Normalement, le spectacle, il est vendu aux salles avec toutes ses composantes, je vais dire, juridiques. À partir du moment où tout a été déclaré et où le spectacle, eh bien, c'est tant de droits d'auteur, tant de droits de mise en scène, tant de droits musicaux, normalement, la salle était, je ne vois pas comment elle peut… ou alors, après, on fait des accords particuliers. Mais normalement, enfin, moi, je ne peux répondre que dans un cadre légal, là. Hein, ça ne me paraît pas légal, cette demande. Si? En tous les cas, si contractuellement, ça a été fixé que les droits étaient à charge du diffuseur, les droits sont à charge du diffuseur, quoi. C'est le contrat, en fait, qui va déterminer l'obligation de qui doit payer. Si après, il y a un contrat dans lequel, effectivement, il est dit que c'est au producteur de payer les droits d'auteur, c'est vraiment le contrat qui conduit la chose. Hein. Et il faut négocier son contrat pour que, évidemment, parce que c'est l'usage et c'est logique, que ce soit au diffuseur de payer les droits SACEM et SACD. Oui, et puis de les payer dans l'intégralité, oui. Dans tous les cas, oui. En choralisation, c'est différent, mais dans le cas d'une session… C'est ça, oui. Oui. À Avignon, là, c'est sûr, bon, ce n'est pas les théâtres qui déclarent les droits d'auteur, hein, on le sait, ce sont les compagnies. Ils peuvent les déclarer, mais ils ne les payent pas. Oui, mais… Non, mais voilà, les contrats avec les théâtres à Avignon, c'est quand même, enfin, il me semble, majoritairement… C'est les compagnies qui payent les droits d'auteur, qui déclarent et qui Oui, payent parce que les droits c'est majoritairement des contrats de location, donc c'est dans l'ordre des choses que du coup, ce soit le producteur à ce moment-là qui les paye, quoi. Exactement. Sadzo complétait en disant que ça lui était arrivé pour une salle au partage de recettes. Ils n'ont accepté par contrat que les droits d'auteur. Voilà. Pardon? Donc, ça lui était arrivé pour une salle avec un partage de recettes. Ils n'ont accepté par contrat que les droits d'auteur et pas les droits du coup musicaux. Voilà. Oui, parce que c'était un contrat de co-réalisation, puisque s'il y avait un partage de recettes, on n'était pas dans le cadre d'un contrat de cession. La question initiale, elle portait sur la cession, en fait. Ah oui. Les droits de mise en scène, oui. Mais après, les droits musicaux, bon, c'est un peu étrange comme… Enfin, ça fait partie de l'œuvre, quoi. Donc, si ça fait partie de l'œuvre, dans ces cas-là, on ne diffuse pas la musique, alors, si on ne paye pas les droits. Une autre question de Nathalie Charade qui demande que faire dans le cas où un producteur refuse de demander l'autorisation à la SACD pour faire jouer une pièce alors que l'auteur y est adhérent. Je vous laisse compléter, Nathalie, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Non, je pense que la question est compréhensible comme ça, et si je la reformule, ça risque de compliquer encore. C'est ça, j'ai affaire à un producteur qui ne veut pas demander l'autorisation à la SACD, et j'ai beau lui dire que c'est obligatoire, en fait, j'obtiens pas de réponse de sa part, et j'ai vu qu'il avait programmé mon texte.
Mais quelle rémunération il propose? Quelle compensation il propose? Pour le moment, il m'a proposé par téléphone et il n'y a pas de contrat, il n'y a rien d'écrit parce que moi, je l'ai renvoyé sur la SACD, de me faire 15%. Mais il m'a annoncé une date de représentation et j'ai vu qu'il y en avait 5 en Ouais, réalité en allant sur le site de la salle de d'accord. spectacle. Ok. Oui, c'est un producteur professionnel. Oui, Ouais. enfin, c'est dans le cadre de représentation amateur. Ouais, bah, normalement, il doit faire la demande à la SACD. C'est ce que je lui ai dit et je lui ai envoyé le mail que m'avait fait parvenir la SACD puisque je m'étais enquise de la possibilité de ne pas faire payer des droits sur des spectacles amateurs, mais dans la mesure où ça fait l'objet d'une billetterie, effectivement, il y a des droits à acquitter. Mais j'ai Ouais. du mal à lui faire entendre raison. Mais tu es allé voir la SACD? J'ai écrit à la SACD dans un premier temps pour demander s'il était possible de demander l'exonération des droits d'auteur, parce que c'était ce qu'il me proposait dans un premier temps. Et puis, Oui, mais évidemment, il m'a été répondu que ça n'était pas possible puisque je n'étais pas là auteur-producteur, c'est pas moi qui produis. Et c'est pas non plus du caritatif puisqu'il y a une billetterie. Ouais. Donc, voilà. Donc, mais là tu leur as, tu as communiqué avec eux sur le non, fait parce que je n'arrive pas à joindre le directeur de salle qui ne répond pas aux SMS et ne Non, mais décroche pas le téléphone de pour le moment. communiquer là-dessus avec la SACD. Tu es adhérente à la SACD, tu as connaissance de représentations de ton œuvre qui ne sont pas déclarées et qui ne sont pas rémunérées. Donc, il faut mettre en branle le service juridique de la SACD. Est-ce que je le fais Il y a un plutôt… droit. Est-ce que je le fais après coup parce que les représentations n'ont pas encore eu lieu? Il faut le signaler. Moi, je le signalerai dès maintenant. Si j'étais dans ce cas-là, je le signalerai dès maintenant. Hein. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de raison que… D'autant plus qu'il n'a aucune garantie d'être rémunéré, si j'ai bien compris. Je veux dire, tu n'as aucun contrat avec ce Oui, producteur, j'ai rien. Pour rien le du tout. moment, je n'ai rien du tout. Donc, le type va en effet. s'asseoir gentiment sur tout type de rémunération, que ce soit par la SACD ou directement. Donc, non, il faut l'empêcher de jouer ta pièce. Je suis désolé. Bah oui, il n'y a pas de raison que ces représentations-là aient lieu. Vraiment, hein, on se cadre. Moi, voilà, on est dans le principe de base qui a été énoncé au début du webinaire. Voilà, c'est un droit inaltérable, voilà, d'être protégé et qu'une représentation ne puisse pas avoir lieu sans l'accord de l'auteur. Oui. Voilà. Oui. C'est à ça que servent les droits d'auteur, c'est clair. Exactement. Non, puis attends, mais même s'il n'y avait pas, imaginons qu'il n'y ait pas de compensation financière, mais même si tu n'as pas envie que ton œuvre soit représentée par tel ou tel, parce que tu sais que quand tu as une demande professionnelle, il y a une lettre de motivation de la part de la compagnie ou du producteur, il y a des lignes directrices, il y a des choses qui sont déjà énoncées là sur le projet. Alors quelquefois, il y en a qui se contentent de très peu et qui résument ça en 5 lignes. Mais voilà, sur la vision qu'ils ont de l'œuvre, sur ce qu'ils comptent faire, même des notes d'intention de mise en scène, le parcours artistique de tous les intervenants, enfin voilà, de tous les participants. Enfin, il y a tout ça et l'auteur ne donne son accord qu'après avoir eu connaissance de tout ça quand même. Hein. Donc l'auteur, même sans parler de compensation financière, l'auteur pourrait très bien dire… il a ce droit, comme Harold Pinter, qui, à la première de je ne sais plus quelle pièce à Londres, s'est levé au beau milieu de la représentation et a dit stop. Et on a fait stop. Voilà. Donc là, tu as le droit tout à fait de dire stop. Tu n'as absolument aucune garantie d'être rémunéré. Et puis, qui sait s'il va pas, tu vas pas faire la police, tu vas pas aller regarder tous les jours s'ils ont pas rejoué la pièce ailleurs ou quoi, non? Non. C'est pas amusant, quoi. Non. Et puis, c'est pas mon travail. Et c'est pas ton travail. Voilà. On se tutoie parce qu'on se connaît un peu. Oui, on se connaît. Bon. Ok. Merci en tout cas. De rien.
Je voulais peut-être dire un mot aussi sur l'édition, hein, quand vous avez présenté une première œuvre ou une œuvre pour la première fois à Avignon. Il y a des éditeurs qui sont là, qui sont à l'affût. Bon, voilà, il faut être vigilant aussi, notamment sur les contrats d'édition. Il n'y a pas vraiment de règles et ça manque. Donc, voilà, on peut un peu, les éditeurs peuvent proposer un peu tout et n'importe quoi, aussi bien au niveau des pourcentages qui sont proposés à l'auteur en échange de la vente des livres, sur la vente des livres, mais aussi et particulièrement sur les droits voisins. Voilà, quand vous signez un contrat avec un éditeur, je vous encourage vraiment à vous cantonner aux ventes de livres et c'est tout. Et ne rien céder sur les droits voisins et notamment les droits d'adaptation audiovisuelle. Et aussi sur les droits de représentation, parce que quelquefois, vous avez un petit alinéa dans le contrat qui dit que l'auteur, en cas de création de la pièce ou de reprise de la pièce dans tel ou tel endroit, demandera un pourcentage sur la billetterie, carrément. Voilà, ça, c'est pas, de mon point de vue d'auteur, pas acceptable. Voilà, un éditeur, voilà, c'est la vente des livres et point. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on évoquera lors du webinaire du 15 juin sur donc, Oui, les droits parce d'auteur et les que droits voisins. oui, moi, Pas à vous y inscrire. ça m'est arrivé d'avoir des éditeurs qui, à la sortie de la représentation à Avignon, m'attendaient sur les marches avec un contrat dans la main. Hein. Donc, voilà, il ne faut pas signer trop vite, quoi. et bien regarder, voilà, quel type d'éditeur. Bah, il y a une question justement, savez-vous quels sont les pourcentages habituels pour les éditeurs? Moi, ça va de 1 à 10%. Avec des seuils, là aussi, on peut vous proposer 1% sur les 500 premiers exemplaires, et puis on peut monter à 3 ou 4% sur les suivants. Et puis, on peut atteindre 10% au bout du millième. Enfin, bon, il y a différentes conditions, ça dépend. Il n'y a pas de contrat type pour les éditeurs. Chacun propose un peu. Il n'y a pas de règle à proprement parler, quoi. Ce qui est bien, c'est de négocier 10%, évidemment, au moins. Mais c'est rare. Ça vous convient comme réponse? Et je suis désolé, c'est un peu flou, mais c'est vraiment la réalité. Là, pour le coup, ça va dans tous les sens sur l'édition. Il n'y a pas de… On manque d'un cadre législatif et on se bat là aussi avec la SACD, les EAT, tout ça se battent aussi pour qu'il y ait quelque chose de plus clairement encadré légalement pour les contrats d'édition. Oui, ça peut être 8%, tout à fait. Mais ce n'est pas la règle absolue. Moi, j'ai eu des propositions de contrat à 1%. Ok, bah, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Merci Eric pour toutes ces informations. Merci à vous. J'espère que voilà, on a bien abordé tous les points et… Je pense que c'était assez clair. Dans tous les cas, on envoie ce support à tous les participants. Là. Ça, vous pourrez avoir les infos sous les yeux. Et puis, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, j'ai relevé toutes les questions du chat qui étaient vraiment dédiées à la SACD. Voilà, on va les poser à nos interlocuteurs et on va essayer d'y répondre. Mais voilà, c'est vrai que c'était des cas assez particuliers et parfois, on n'a pas toutes les réponses. On fait au mieux, mais pas toutes les réponses à tout. Mais voilà, on va revenir vers vous aux questions qui n'ont pas pu aboutir ici. Je vous encourage, juste un dernier mot, je vous encourage vraiment, si vous avez des questions aussi, à contacter directement les services de la SACD avec le pôle auteur qui répondent et qui sont là pour vous. Hein. Ouais, il y a vraiment des services dédiés sur chaque question. Donc, c'est vrai que c'est difficile de parfois trouver le bon interlocuteur, mais il faut leur écrire et ils vous redirigent vers les bons services. Oui, puis par exemple, conseiller fiscal ou conseiller juridique, prendre un rendez-vous, enfin, aller les voir physiquement. Ouais.
Sachant qu'ils ont, voilà, ils ont aussi des bureaux sur Avignon, hein. Pendant le festival, vous pourrez aussi vous adresser directement à eux. Ils ont une antenne ici. Voilà, Harold, peut-être que tu as un mot à dire ou pas Oui, nécessairement? juste voilà, remercier Eric pour sa présentation et toutes les précisions qu'il a pu apporter sur ces questions-là. Juste rappeler aussi qu'avec les EAT, donc comme je le disais, on va faire un temps fort sur les auteurs donc au mois de juillet, entre le 21 et le 24 juillet. Et que dans ce cadre-là, il y a un atelier qui sera proposé justement au forum professionnel. Donc, il y a un nouvel espace que AFSC va investir cette année qui se trouve à l'espace Jeanne Laurent à côté du Palais des Papes, dans lequel il y aura un atelier qui sera un peu sur le même format que ce que Eric vous a proposé ce matin, mais du coup en présentiel. Je n'ai pas plus la date en tête, on l'a calé hier avec Dominique Paquet, la déléguée générale des EAT, mais peut-être Agnès, tu as la date et le créneau précis. En tout cas, ce sera un moment pour approfondir justement le webinaire de ce matin, en direct et en présentiel, ce qui est quand même aussi toujours plus agréable qu'à distance. Agnès? Je cherche, a priori, ça sera le 21. Le 21? Le 21 juillet. Dans tous les cas, on va vous envoyer tous les détails de ce qui sera programmé sur ces jours-là, qui seront en effet dédiés aux auteurs. Il y aura donc plusieurs choses, mais cet atelier-là, ce sera le 21. Ok, parfait. Eh ben, merci beaucoup, puis à très bientôt. Donc, le prochain webinaire, c'est la semaine prochaine, hein, si je ne m'abuse. C'est la semaine prochaine et c'est sur l'affichage. Et celui sur l'affichage la semaine prochaine. Très bien, très bien. Merci de la précision, Agnès. Allez, bonne journée à tous.